18 ans après la mort de Suzy Leiris, une question continue de hanter les admirateurs d'Enrico Macias. A-t-il vraiment tourné la page? Selon certaines confidences rapportées et les spéculations de nombreux fans, la réponse serait bouleversante. Non. Derrière les projecteurs, les sourires et les chansons d'amour, le chanteur porterait encore l'ombre d'une femme que la scène n'a jamais réussi à effacer. Suzy, son épouse, son refuge, et peut-être le plus grand amour de sa vie. 18 ans après la disparition de Suzy Leiris, beaucoup pensaient qu'Enrico Macias avait appris à vivre avec l'absence, comme on apprend à vivre avec une douleur ancienne que le temps rend silencieuse. Pourtant, selon des confidences rapportées et ce que les fans interprètent dans ses prises de parole, le chanteur n'aurait jamais vraiment refermé cette blessure. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement qu'il parle encore de Suzy avec tendresse. C'est la manière dont son nom semble revenir comme un écho dans les moments les plus intimes de sa vie publique, sur scène, dans les interviews, dans les silences entre deux chansons. Pour certains observateurs, l'aveu le plus fort ne serait donc pas une phrase spectaculaire, mais une évidence répétée. Enrico Macias aurait continué à aimer Suzy comme si elle n'avait jamais quitté la pièce. Après 45 ans de vie commune, sa mort en 2008, des suites d'une grave maladie, aurait laissé un vide impossible à combler. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur du mystère. Comment un homme qui a chanté l'amour devant des millions de personnes peut-il survivre lorsque l'amour le plus important de sa propre vie disparaît? Deux lectures s'opposent alors. D'un côté, certains fans voient en lui l'image d'une fidélité presque romanesque, celle d'un homme qui continue à chanter, voyager, sourire et saluer le public, mais demeure intérieurement attaché à une seule femme. De l'autre, des voix plus nuancées rappellent que la vie d'un artiste est rarement simple et qu'il faut se garder de transformer une histoire humaine en légende parfaite. Car Enrico Macias lui-même, d'après certaines déclarations reprises par la presse, n'aurait jamais cherché à se présenter comme un mari irréprochable. Il aurait reconnu, avec une franchise désarmante, ne pas avoir toujours été l'homme idéal, ni toujours le plus fidèle. Cette nuance change tout. Ce n'est pas le récit d'un saint, mais celui d'un homme avec ses contradictions, ses faiblesses, ses regrets possibles, et pourtant une certitude qui résiste. Suzy serait restée la femme centrale de son existence. C'est précisément cette imperfection qui touche le public, parce qu'elle rappelle que l'amour n'est pas toujours propre, linéaire ou exemplaire. Et lorsqu'Enrico Macias monte sur scène, certains spectateurs disent percevoir autre chose qu'une simple performance, une conversation invisible. Comme si chaque refrain adressé au public portait aussi un message destiné à celle qui n'est plus là. Le micro devient alors presque un fil tendu entre le présent et le passé. Les applaudissements ne couvrent pas l'absence. Ils la rendent peut-être plus supportable. Selon cette interprétation, sa plus grande souffrance n'aurait pas été la maladie, ni l'âge, ni les revers financiers, mais le fait d'avoir perdu la personne qui connaissait le garçon derrière la star, Gaston Grenacia, avant Enrico Macias. Suzy n'était pas seulement son épouse. Elle appartenait à son histoire fondatrice, à son exil, à sa mémoire d'Algérie, à son lien avec cher Raymond Leiris, son père et son maître musical. La perdre, c'était perdre un témoin irremplaçable de tout ce qu'il avait été avant la gloire. Voilà pourquoi, 18 ans plus tard, l'émotion demeure si vive. Ce que le public soupçonnait depuis longtemps, c'est que derrière la voix solaire d'Enrico Macias se cacherait un homme qui n'a jamais vraiment cessé de vivre avec son fantôme. Récemment, une rumeur a ravivé toutes les spéculations autour de la vie sentimentale d'Enrico Macias. Certains titres et discussions en ligne ont laissé entendre qu'à un âge avancé, le chanteur aurait refait sa vie, voire qu'il se serait marié avec une femme beaucoup plus jeune. Les réactions se sont multipliées. Indignation chez les uns, curiosité chez les autres, et surtout cette question que les admirateurs se posaient depuis des années. Après Suzy, une autre femme pouvait-elle vraiment prendre une place semblable dans son cœur? Selon les éléments publics, Enrico Macias aurait balayé cette rumeur en expliquant que la femme évoquée n'était pas son épouse, mais une amie, une admiratrice fidèle venue du Japon. Prudence toutefois. Dans l'univers médiatique, une photo,
Une présence répétée ou une phrase sortie de son contexte peuvent suffire à construire un roman. Mais ce qui a frappé les fans, ce n'est pas seulement le démenti. C'est l'idée qu'il aurait réaffirmé qu'il ne voulait pas se remarier parce que Suzy Leiris resterait pour lui son unique épouse au sens le plus profond. À partir de là, deux camps se dessinent clairement. Le premier y voit une déclaration bouleversante, celle d'un homme qui refuse de remplacer l'irremplaçable. Pour ses admirateurs, il ne s'agit pas de solitude subie, mais d'une loyauté intime. Ils interprètent cette position comme la preuve que certains amours ne se terminent pas avec la mort, qu'ils changent simplement de forme, passant de la présence physique à la mémoire quotidienne. Le second camp, plus sceptique, invite à ne pas romantiser la souffrance. Selon cette lecture, personne ne peut savoir ce qu'un veuf ressent réellement, et il serait injuste d'exiger d'un homme âgé qu'il reste prisonnier d'un souvenir pour satisfaire une image publique. Ces observateurs rappellent que l'attachement à Suzy n'empêche pas l'amitié, la tendresse, la compagnie ou le besoin de ne pas vieillir seul. Mais même cette lecture prudente aboutit à une conclusion troublante. Si Enrico Macias refuse l'étiquette de nouveau mariage, c'est peut-être parce que le mot « épouse » appartient à une seule femme dans sa mémoire. Et cette femme, c'est Suzy. Ce point est essentiel pour comprendre pourquoi la rumeur a tant touché le public. Elle n'a pas seulement soulevé une question de vie privée, elle a ouvert une brèche dans le grand récit émotionnel que les fans associent à Enrico Macias depuis des décennies. Car Suzy n'était pas une figure secondaire. Elle était la fille de Cheikh Raymond Leiris, le maître assassiné qui a marqué son destin. Elle était le lien entre l'amour, la musique et la tragédie de l'exil. Elle avait traversé avec lui le départ d'Algérie, la reconstruction en France, les débuts, les triomphes et les blessures cachées. Pourtant, un détail plus déroutant devra être gardé en tête jusqu'à la fin de cette histoire. Si Enrico Macias semble avoir refusé de tourner la page avec Suzy, il existe une blessure plus ancienne qui pourrait expliquer pourquoi son amour pour elle est devenu indissociable de sa douleur d'exilé. Cette blessure commence en 1961 à Constantine, lorsque Cheikh Raymond Leiris est assassiné. Ce jour-là, Enrico ne perd pas seulement un maître. Il perd une partie de son pays, de sa jeunesse et de son identité. Et si Suzy n'était pas seulement la femme aimée, mais le dernier visage vivant d'un monde que l'histoire lui avait arraché. Pour comprendre pourquoi le nom de Suzy Leiris semble encore peser si lourd dans la vie d'Enrico Macias, il faut revenir bien avant sa disparition, à une blessure fondatrice que beaucoup de fans connaissent, mais mesurent rarement. En 1961, à Constantine, Cheikh Raymond Leiris, père de Suzy et grand maître de la musique arabo-andalouse, est assassiné dans un contexte politique explosif. Les récits disponibles évoquent un choc terrible pour sa famille et pour une communauté musicale qui voyait en lui un pont rare entre les cultures. Enrico Macias, encore Gaston Grenacia, n'y perd pas seulement son beau-père. Il y perd un guide, un professeur, presque une boussole artistique. Selon plusieurs analyses, cet événement aurait précipité son départ d'Algérie vers la France dans une atmosphère de peur, de rupture et d'arrachement. Et c'est là que deux lectures de son destin s'opposent. Pour certains admirateurs, Enrico Macias devient le symbole poignant de l'artiste exilé, un homme obligé de quitter sa terre natale, mais incapable de la sortir de sa voix. Pour d'autres observateurs plus prudents, son parcours doit être replacé dans la complexité de l'histoire algérienne, où mémoire, blessures politiques et identité se croisent sans se résoudre simplement. Dans les deux cas, une chose demeure. Son départ n'a rien d'un voyage ordinaire. Il ne quitte pas seulement une adresse, il quitte un monde. Constantine, l'enfance, la langue des rues, les sonorités du malouf, les fêtes, les visages familiers, tout devient soudain inaccessible. Et Suzy, dans cette histoire, prend une dimension presque sacrée. Elle n'est plus seulement la jeune femme aimée. Elle devient le lien vivant avec cette Algérie perdue, avec cher Raymond, avec la maison d'avant la fracture. C'est peut-être pour cela que certains fans estiment que son amour pour elle dépasse la simple histoire conjugale. Il aurait aimé en Suzy une femme, bien sûr,
mais aussi une mémoire, une origine, un passé que personne d'autre ne pouvait comprendre de l'intérieur. Lorsque Enrico Macias chante « Adieu mon pays », beaucoup y entendent la plainte d'un homme qui s'adresse à une terre. Mais en filigrane, on peut aussi y entendre la douleur d'un homme qui sait que rien ne reviendra comme avant. Cette chanson, devenue un tournant de sa carrière, n'est pas seulement une réussite artistique. Elle apparaît comme une lettre ouverte à un pays quitté dans le tumulte. Là encore, il faut rester mesuré. Aucune chanson ne peut contenir toute la vérité d'une vie. Pourtant, l'émotion qui s'en dégage explique pourquoi tant de personnes issues de l'exil ou de la séparation s'y reconnaissent. Enrico Macias a réussi à transformer un drame personnel en langage universel. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Il n'a pas seulement chanté la nostalgie, il l'a incarnée. Pendant que la France découvrait une voix chaleureuse, l'homme derrière cette voix portait déjà plusieurs anses. Le public voyait un chanteur solaire. Lui avançait avec une terre perdue dans le cœur. Cette contradiction deviendra la marque de son destin. Sourire devant les caméras, tout en portant une histoire que les caméras ne peuvent pas vraiment filmer. Des décennies plus tard, lorsqu'il répète que Suzy reste irremplaçable, la phrase résonne autrement. Elle ne parle pas seulement d'amour, mais d'un monde effondré dont elle fut l'un des derniers piliers. Mais l'exil n'est pas la seule tragédie qui aurait façonné Enrico Macias. Quelques années après le départ d'Algérie, un autre drame frappe sa famille de plein fouet. En 1965, son frère unique, Jean-Claude, meurt dans un accident de la route à seulement 23 ans. Le détail saisissant, souvent évoqué par les passionnés de chansons françaises, c'est que Jean-Claude conduisait alors une voiture dans laquelle se trouvait Serge Lama. Là encore, il ne s'agit pas de transformer un fait tragique en spectacle, mais de rappeler combien cette disparition a ajouté une douleur à une vie déjà marquée par l'arrachement. Pour certains fans, la mort de Jean-Claude aurait enfermé Enrico Macias dans une solitude familiale profonde. Après le maître assassiné, après le pays perdu, voici le frère emporté trop tôt. Pour d'autres, il faut éviter de réduire sa carrière à une suite de malheurs, car l'artiste a aussi construit une œuvre joyeuse, tournée vers la paix, la fête et la fraternité. Pourtant, ce contraste est justement ce qui trouble. Comment un homme traversé par tant de deuil a-t-il pu continuer à offrir au public des chansons pleines de chaleur? La réponse, selon de nombreux admirateurs, se trouve peut-être dans son rapport presque vital à la scène. Enrico Macias ne chanterait pas seulement pour travailler, ni même seulement pour être applaudi. Il chanterait pour rester debout. Les années ont passé et le corps a commencé à imposer ses limites. En 2015, il aurait été hospitalisé après une chute ayant entraîné une fracture du bras droit. Plus récemment, des informations ont évoqué une fracture de la colonne vertébrale, liée à une fatigue accumulée et à une santé fragilisée. À cet âge, chaque incident rappelle que même les voix les plus familières appartiennent à des corps vulnérables. Pourtant, ce qui fascine le public, c'est que malgré ces épreuves, Enrico Macias semble conserver une énergie presque insolente. À plus de 80 ans, il continue de chanter, de parler au public, comme si le lien avec la scène était plus fort que la douleur. Deux interprétations s'affrontent encore. Les uns y voient le courage d'un artiste qui refuse de céder à la vieillesse, à la maladie et à la solitude. Les autres se demandent si cette persistance ne révèle pas aussi une nécessité plus dure. Continuer, parce que s'arrêter serait trop dangereux, moralement, affectivement, peut-être même financièrement. Dans les deux cas, la scène devient un lieu ambigu. Elle est à la fois triomphe et refuge, métier et thérapie, lumière publique et abri intime. Quand il entend les applaudissements, il reçoit la reconnaissance d'une carrière immense. Mais peut-être reçoit-il aussi la preuve vitale qu'il n'est pas seul. Et c'est là que revient, discrètement, Suzy. Selon plusieurs fans, chaque concert serait aussi une manière de parler aux absents, à Cheikh Raymond, à Jean-Claude, à l'Algérie quittée, et surtout à la femme qui l'a accompagné pendant près d'un demi-siècle. Derrière le sourire, il y aurait donc une mécanique de survie. Chanter pour ne pas tomber, saluer pour ne pas pleurer, rire
pour ne pas avouer le vertige. Cette image n'est pas une certitude psychologique, mais elle explique pourquoi son public lui reste si attaché. Enrico Macias représente cette vérité que beaucoup préfèrent taire. Parfois, on ne guérit pas vraiment. On apprend seulement à avancer avec les morts, les souvenirs et les douleurs. Parmi les blessures les plus cruelles de la carrière d'Enrico Macias, il y a celle que beaucoup de fans considèrent comme presque impossible à comprendre. L'homme qui a chanté toute sa vie son pays natal n'aurait jamais pu y revenir librement pour chanter devant les siens. Né à Constantine, brandi dans les sons du Malouf, nourri par cette Méditerranée où se mêlent l'arabe, le français, le judéo-espagnol et les mémoires familiales, Enrico Macias a construit une œuvre entière autour de la nostalgie, de la paix et du dialogue. Pourtant, selon de nombreux observateurs, son nom reste pris dans un nœud historique et politique que même la musique n'a pas réussi à défaire. Pour une partie du public, cette impossibilité de se produire en Algérie transforme son destin en tragédie d'exilé. Il est applaudi dans le monde entier, mais privé de la scène la plus symbolique, celle de la terre qu'il a vue naître. Pour d'autres plus prudents, le sujet ne peut pas être raconté comme une simple injustice personnelle, car il touche à des blessures collectives, à la guerre, à la décolonisation, aux identités et aux mémoires qui se contredisent. Mais dans les lectures, le paradoxe reste saisissant. Plus Enrico Macias chante l'Algérie, plus l'Algérie réelle semble s'éloigner de lui. Ce qui aurait dû être un retour devient un mirage. Ce qui aurait dû être une réconciliation devient une attente interminable. Et à cette douleur symbolique vient s'ajouter une autre chute, plus matérielle, mais non moins brutale. Le naufrage financier lié à la banque islandaise Landsbanki, effondré dans le contexte de la crise de 2008. Selon les informations rapportées au fil des années, Enrico Macias aurait été entraîné dans une longue bataille judiciaire autour d'investissements et de prêts complexes jusqu'à se retrouver condamné à régler une dette estimée à environ 30 millions d'euros. Une somme vertigineuse, presque irréelle, surtout pour un artiste que le public associait depuis toujours à l'élégance, aux grandes salles, au voyage et à une forme de réussite paisible. Là encore, deux courants d'opinion se forment. Les uns voient dans cette affaire le symbole d'une star piégée par un système financier opaque, un homme de spectacle confronté à des mécanismes bancaires trop lourds pour lui. Les autres estiment qu'il faut rester rigoureux. Un revers judiciaire, aussi douloureux soit-il, ne transforme pas automatiquement l'artiste en victime absolue, et chacun doit assumer les risques de ses engagements. Ce qui est certain, c'est que l'image publique d'Enrico Macias en sort profondément assombrie. La perte de sa villa de Saint-Tropez, souvent évoquée dans les récits médiatiques, frappe l'imaginaire collectif comme une scène de cinéma. L'homme qui avait chanté devant des foules immenses se retrouve, à plus de 80 ans, obligé de continuer à monter sur scène, non seulement par passion, mais peut-être aussi par nécessité. Et c'est là que l'histoire devient dérangeante. Car le public applaudit un artiste vivant, mais derrière chaque concert pourrait se cacher aussi la pression d'une dette, d'une procédure, d'un patrimoine perdu. La scène n'est plus seulement le lieu de la gloire, elle devient un territoire de résistance. Chanter, encore une fois, c'est ne pas disparaître. C'est tenir face à l'âge, face aux tribunaux, face à l'absence de Suzy, face à un pays qui reste dans la voix, mais pas dans les bras. Si l'histoire d'Enrico Macias fascine encore autant, ce n'est pas seulement parce qu'il est un chanteur célèbre, ni parce que sa vie a été traversée par des drames. C'est parce qu'il semble porter en lui plusieurs vies à la fois. Avant d'être Enrico Macias, il était Gaston Grenassia, un enfant de Constantine, issu d'une famille juive séfarade profondément liée à la musique. Dans cette enfance, les frontières étaient moins simples que dans les discours politiques. Les mélodies arabo-andalouses, le malouf, les traditions juives, l'accent d'Algérie se répondaient dans un même paysage sonore. C'est ce mélange qui a façonné sa voix. Et c'est sans doute pour cela que ses chansons ne ressemblent jamais à de simples cartes postales sentimentales. Elles portent une mémoire. Elles portent un exil. Elles portent cette étrange capacité à faire danser la douleur. Avant la gloire, il aurait même exercé le métier d'instituteur,
comme si la vie lui avait d'abord proposé une existence plus calme. Mais l'assassinat de Cheikh Raymond, le départ d'Algérie et la nécessité de reconstruire une identité en France auraient poussé la musique à devenir plus qu'une vocation, une survie. Avec Adieu mon pays, Enrico Macias ne se contente pas de lancer une carrière. Il donne une forme à la blessure de milliers de déracinés. C'est peut-être cela son génie, avoir transformé son chagrin intime en émotion collective. Au fil des décennies, il chante l'amour, la paix, la fraternité, la mémoire, parfois en français, parfois avec des couleurs musicales venues d'ailleurs, et il touche des publics très différents. En France, en Israël, en Grèce, en Turquie, dans les communautés francophones et méditerranéennes. Certains y voient un ambassadeur du dialogue entre les cultures, d'autres lui reprochent des prises de position ou des liens politiques jugés sensibles, notamment dans le rapport complexe entre l'Algérie, la France et les communautés juives d'Afrique du Nord. Là encore, il faut garder une approche équilibrée. Enrico Macias n'est pas seulement une icône consensuelle, il est aussi un homme pris dans des tensions historiques qui le dépassent. Mais derrière toutes ces controverses, une constante revient, la famille. Avec Suzy Léry, il a eu 2 enfants, et son foyer semble avoir longtemps représenté le dernier endroit où l'artiste pouvait redevenir simplement un homme. L'album Suzy, souvent perçu comme un hommage tendre, prend alors une valeur presque testamentaire.